Bien. Alors, l'exercice sur lequel je m'étais arrêté est celui-ci. Je l'affiche à nouveau. La question était d'identifier les fonctions dans l'ensemble des phrases de ce petit texte d'après un roman de Gracq, de Julien Gracq, qui s'intitule « Un balcon en forêt ». Donc je lis le texte. Vers la fin de décembre, la première neige tomba. Quand Grange se réveilla, un jour blanc et sans âge se répandait dans la chambre. Sa première impression fut un suspens anormal du temps. Il crut que son réveil s'était arrêté. Il se leva, il vit par la fenêtre la forêt blanche. Il se recoucha dans la chambre quiète. Alors quiète, peut-être que pour certains étudiants étrangers, je précise, ça signifie calme, hein. Ça vient du latin quietus, calme. La chambre quiète, avec un contentement qui lui faisait cligner les yeux. Le silence respirait autour de lui sous cette lumière luxueuse. Le temps faisait halte. Pour les habitants du toit, donc une région, enfin la dénomination géographique, cette neige un peu fée qui allait fermer les routes ouvrait le temps des grandes vacances. Alors, nous avions traité la première phrase. Je répète donc pour que la consigne « identifier les fonctions » dans les phrases suivantes soit bien claire. Comme nous avons vu dans les cours précédents, nous avons parcouru l'ensemble des fonctions. Normalement, maintenant, à partir de n'importe quelle phrase, vous devez pouvoir être capable d'identifier les fonctions. Donc, on avait vu que dans cette première phrase, vers la fin de décembre, la première neige tomba, on a un groupe nominal, la première neige, un groupe verbal tomba, réduit au verbe donc, et puis un groupe circonstanciel vers la fin de décembre. Ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, on entre à l'intérieur des groupes. Donc, à l'intérieur du groupe nominal, la première neige, on a donc déterminant la non neige, expansion première. Donc, cette expansion, c'est un adjectif épithète du nom neige. Et puis, vers la fin de décembre, qui est un groupe nominal prépositionnel, on a le groupe nominal la fin de décembre qui est intégré. Et dans ce groupe nominal, on a à nouveau déterminant la plus non fin plus expansion de décembre. Et donc, de décembre, ici, est un groupe nominal prépositionnel, complément du non fin. Voilà ce que je demande pour chacune des phrases. Donc, on va continuer avec la phrase suivante. Quand Grange se réveilla, un jour blanc et sans âge se répandait dans la chambre. Pardon ? On l'a traité aussi, celle-ci. Ah, d'accord, merci. Alors, je répète l'analyse. Donc, quand Grange se réveilla, c'est un groupe circonstanciel. Un jour blanc et sans âge, groupe nominal, sujet. Se répandait dans la chambre, groupe verbal. Et puis, à l'intérieur, ici, de la subordonnée, quand Grange se réveilla, on a Grange qui est sujet, qui est un groupe nominal réduit au nom propre, sujet de se réveilla. À l'intérieur du groupe nominal sujet, un jour blanc et sans âge, on a un déterminant un nom noyau jour, et puis deux adjectifs blancs et un adjectif modifié par, modifié par sans ici, sans âge. Qui donc n'est pas un adjectif, pardon, c'est un groupe nominal prépositionnel introduit par la préposition sans. Donc on a ici deux expansions, une expansion sous forme d'un adjectif blanc, adjectif épithète, sans âge, groupe nominal prépositionnel, complément du nom jour. Et puis dans le groupe verbal se répandait dans la chambre, on a dans la chambre qui est complément d'objet indirect de se répandait. Alors donc on passe à la phrase qui suit. Sa première impression fut un suspens anormal du temps. Oui ? Au niveau de phrase, sa première impression, c'est au sujet, puis le suspens anormal du temps, groupe verbal. D'accord. Un suspens anormal du temps, c'est groupe nominal attribut du sujet, sa première impression. Très bien. Au niveau de groupe, on a ça déterminant première épithète, et c'est une expansion. Impression, c'est le nom noyau. Un déterminant suspens non noyau, anormal épithète du temps, complément du nom, et c'est deux expansions. Très bien. Alors, je répète pour que tout le monde entende bien. Donc, on a sa première impression qui est le groupe nominal sujet, fut un suspens anormal du temps et le groupe verbal. À l'intérieur de ce groupe verbal qui est un groupe verbal attributif, puisqu'on a ici le verbe être, on a un groupe nominal attribut du sujet qui est un suspens anormal du temps.
Voilà pour la première, les deux premières étapes, hein, c'est-à-dire au niveau de la phrase, au niveau du groupe verbal. Maintenant, on peut entrer dans les groupes nominaux intégrés. Donc, le groupe nominal sujet, sa première impression déterminant sa non-impression et puis adjectif première. Donc, on a première qu'on peut considérer comme un adjectif épithète de impression. Un suspens anormal du temps, le non-noyau est suspens, déterminant 1, anormal et du temps, qui sont deux expansions, donc anormal, adjectif épithète de suspens, du temps, groupe nominal prépositionnel, complément du non-suspens. Alors, ensuite, il crut que son réveil s'était arrêté. Qui est-ce qui veut bien se lancer? Oui? Claudia? Alors, il, c'est un pronom qui constitue le sujet. Oui. Il, pronom qui est le groupe sujet, oui. Et écouter son réveil s'était arrêté. Oui. Le groupe verbal. Oui. Oui, et son réveil s'était arrêté pour mettre une proposition subordonnée complément du sujet. Voilà, donc même si on n'a pas encore vu les subordonnés, vous comprenez facilement que son réveil s'était arrêté est le complément d'objet de croire. Très bien. Et puis dans la position subordonnée, son réveil c'est le groupe sujet. Oui. Et c'était arrêté le groupe verbal. Voilà. Hein. À l'intérieur de la subordonnée, on a donc une sous-phrase. Son réveil s'était arrêté. Son réveil, groupe sujet, s'était arrêté, groupe verbal. Bon, il se leva, là, il n'y a pas de difficulté. On a il, pronom sujet, et se leva, groupe verbal. Je précise bien que, je l'avais expliqué la semaine dernière, hein, mais on reverra un petit point synthétique sur les verbes pronominaux. Ici, le se ne doit pas être analysé comme un COD de lever. Hein, parce que, en revanche, si on avait il se lava, hein, il se lave, là, oui, on aurait un se COD. Parce que se laver, c'est laver soi-même. Hein, donc le se est bien le COD de laver. D'accord? Il y a, dans une construction comme il se lave, il y a le pronom se, comment dire, est co-référentiel, c'est-à-dire il a la même référence que le il. Donc vous avez bien pour une même personne, hein, une même personne, qui est à la fois le sujet et l'objet de l'action. Il qui est sujet et ce qui est objet. Autrement dit, la même personne est à la fois le laveur et le lavé. D'accord ? Tandis que il se leva, se lever, c'est pas se prendre et puis se lever. Hein. On ne peut pas dissocier là un sujet et un objet dans il se leva. Donc on ne peut pas analyser le se, on considère qu'il fait partie du groupe verbal. Alors ensuite, on a il vit par la fenêtre la forêt blanche. Oui ? Imen ? Il, c'est le sujet, oui. D'accord. 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 Donc, je répète, il, bien sûr, groupe sujet. Vit la forêt blanche, c'est le groupe verbal. Et par la fenêtre, c'est un groupe nominal prépositionnel qui est le groupe circonstanciel. D'accord ? Donc, on pourrait effectivement le supprimer. Il vit la forêt blanche.
On pourrait le déplacer par la forêt blanche, par la fenêtre, il vit la forêt blanche, il vit la forêt blanche par la fenêtre, ça se déplace facilement. Et puis, bien sûr, là, il y a quand même un rapport de sens, voire à travers quelque chose, mais ça n'est pas un rapport de sens obligatoire, hein, ça n'est pas une information qui est nécessaire avec le verbe voir, donc on peut considérer que par la fenêtre ne fait pas partie du programme sémantique du verbe voir. Par conséquent, on a bien un groupe circonstanciel. La forêt blanche est donc de fonction COD du verbe voir, et à l'intérieur de ce groupe nominal, la forêt blanche, on a un nom noyau forêt et blanche, qui est donc l'expansion nominale, qui est épithète de forêt. D'accord. Ensuite, il se recoucha dans la chambre quiète avec un contentement qui lui faisait cligner les yeux. Qui est-ce qui veut se lancer ? Alors oui, elle est un petit peu plus difficile. Mais rappelez-moi vos prénoms toutes les deux. Rebecca et Maria. Ah oui. Alors, Rebecca, vous voulez essayer ? C'est il se recoucha. Ah, il se recoucha dans la chambre quiète. Alors on est un petit peu dans la situation de se leva. Hein. Se coucher, c'est pas se prendre soi-même pour se coucher. C'est pas comme si on disait il couche son enfant, hein, il le couche, c'est-à-dire là il y a vraiment une extériorité. Hein, mais on ne peut pas se coucher soi-même en quelque sorte. Hein. Donc le se, on va le considérer comme étant lié au groupe verbal. Pardon, fonction circonstancielle. Oui, dans la chambre, on peut le considérer comme un groupe circonstanciel, dans la chambre quiète, et puis avec un contentement qui lui faisait cligner les yeux. Ouais, c'est aussi un groupe circonstanciel. Donc ici, on a la phrase minimale, si vous voulez, qui est réduite au groupe nominal sujet, c'est-à-dire le pronom il, un groupe verbal se recoucha, et puis deux groupes circonstanciels dans la chambre quiète, premier groupe circonstanciel, et avec un contentement qui lui faisait cligner les yeux, deuxième groupe circonstanciel. On pourrait facilement montrer que ces deux compléments n'ont rien d'obligatoire par rapport au sens du verbe, qu'ils peuvent être déplacés, supprimés, etc. Alors maintenant, à l'intérieur des deux groupes circonstanciels, on a des groupes nominaux, on a la chambre quiète. Bon, là, c'est facile. Qu'est-ce que vous pouvez analyser dans la chambre quiète ? Oui, alors on dit plutôt épithète, hein, de chambre, mais c'est la même chose. Et puis, un contentement qui lui faisait cligner les yeux, qu'est-ce que vous diriez ? Là, évidemment, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra ensuite. Donc, on a bien le nom noyau contentement, et qui lui faisait cligner les yeux. Qu'est-ce que vous diriez ? Oui, qui a quel statut ? Voilà, hein, c'est aussi une forme d'expansion nominale qui dépend du nom. À l'intérieur de laquelle le qui est sujet, et puis les yeux est COD de faire cligner, lui étant un complément d'objet indirect. Bon, mais c'est une structure un petit peu compliquée sur laquelle je ne vais pas insister. Le silence respirait autour de lui
sous cette lumière luxueuse. Alors. Oui, allez-y. Une question. Pour le verbe faire cligner, dans ces cas-là, on fait la différence entre les deux verbes. Oui, alors écoutez, là, c'est ce qu'on appelle une structure factitive. Hein. Cligner des yeux, faire cligner des yeux, construire une maison, faire construire une maison. Donc, c'est une construction un peu particulière. D'accord ? Donc, ici, si j'avais pensé, si j'aurais dû supprimer, simplifier ce passage, mais au niveau d'analyse où on se situe, on peut considérer que faire cligner, c'est une structure verbale, et puis qu'on a deux compléments, faire cligner les yeux à quelqu'un. En fait, quand on ajoute un factitif comme ça, par exemple, il construit une maison, vous voyez, le verbe construire, il a un seul complément. Quand je dis il construit une maison, j'ai une maison qui est COD de construire. Si j'ajoute un factitif, j'ajoute en fait un actant dans la valence verbale, j'ajoute un autre complément, puisque je peux dire à ce moment-là, il fait construire une maison par quelqu'un ou à quelqu'un. Et c'est ce complément en plus qui est conditionné par le factitif faire qu'on a ici avec lui. Hein ? C'est comme si vous aviez à partir de « il fait construire une maison », « il lui fait construire une maison ». Alors donc, je reviens sur la phrase qui suit. Le silence respirait autour de lui sous cette lumière luxueuse. Qu'est-ce qui veut se... Oui ? Oui, le silence, groupe sujet. Et puis, respirer autour de lui, c'est le groupe verbal. Sous cette lumière luxueuse, c'est circonstanciel. Alors, sous cette lumière luxueuse, groupe circonstanciel, d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas hésiter quand même sur autour de lui ? Hein, vous voyez ici, autour de lui n'est pas un complément, disons, conditionné par le verbe respirer. Il ne fait pas vraiment partie du sens du verbe respirer. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous vous souvenez, les exemples du type aller quelque part, jeter quelque chose quelque part. Là, quand on indique le lieu d'aboutissement d'un mouvement, on peut considérer que le complément est lié au sens du verbe. Alors que là, dire où est-ce que le silence respirait, ça n'est pas du tout obligatoire. Enfin, je veux dire, ça n'est pas du tout conditionné par le sens du verbe. Donc, autour de lui, ici, est un groupe circonstanciel. Tout comme, et ça vous l'avez bien dit, sous cette lumière luxueuse. Donc, à l'intérieur de ce deuxième complément groupe circonstanciel, sous cette lumière luxueuse, vous pouvez analyser le groupe nominal cette lumière luxueuse. Sexe déterminant. Oui. Voilà. Hein, l'adjectif épithète luxueuse, épithète de lumière, et puis cette est le déterminant. Très bien. Ensuite, le temps faisait halte. Bon, là, on va considérer que faire halte est une locution, donc on l'analyse comme un simple groupe verbal. Le temps, groupe nominal sujet. Pour les habitants du toit, cette neige un peu fée qui allait fermer les routes ouvrait le temps des grandes vacances. Alors, oui, Mohamed, allez-y. Pour les habitants du toit, groupe circonstanciel, Ouais. cette neige un peu fée qui allait fermer les routes, groupe sujet. Très bien. Et le temps du grand vacances, groupe verbal, au niveau du groupe nominal des habitants, non noyau avec les déterminants, du toit, expansion du nom,
Oui. Et c'est un complément du nom aussi. Ok, alors je répète pour que tout le monde entende bien. Cette neige un peu fée qui allait fermer les routes, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe verbal ouvrait le temps des grandes vacances. Et le reste, pour les habitants du toit, est un groupe circonstanciel. Alors, à l'intérieur de ce groupe circonstanciel, on a le groupe nominal les habitants du toit, avec un déterminant les, un nom noyau habitant, et puis du toit qui est complément du nom habitant. Le temps des grandes vacances, ouvrait le temps des grandes vacances, le temps des grandes vacances est COD de ouvrait. Hein, et à l'intérieur de ce groupe nominal COD, on a le nom noyau temps et un groupe nominal prépositionnel des grandes vacances, hein, des c'est 2 plus les, des grandes vacances, groupe nominal prépositionnel, complément du nom temps. Et à l'intérieur de ce groupe nominal prépositionnel, vous avez les grandes vacances avec grande épithète de vacances. Donc attention, là, on a une structure un petit peu imbriquée. Je vais la noter au tableau. Donc, le temps des grandes vacances. Alors ici, attention, on a deux les, hein, qui est fusionné dans D. Donc ici, on a un premier nom noyau et là, une expansion. D'accord ? Avec donc tout ça qui est un groupe nominal. Ok ? Et à l'intérieur de l'expansion, ici, qui est un groupe nominal prépositionnel, on a un deuxième groupe nominal intégré qui est les grandes vacances. Et c'est à l'intérieur de ce deuxième groupe nominal que grande est l'adjectif épithète de vacances. D'accord ? Donc on a, vous voyez, ça c'est assez caractéristique des structures syntaxiques dans une langue comme le français. On a des imbrications comme ça d'une même structure à l'intérieur d'une autre. Alors ensuite, on a cette neige un peu fée qui allait fermer les routes, qui est donc le sujet du groupe verbal ouvrait le temps des grandes vacances. Cette neige un peu fée qui allait fermer les routes. Alors on a un nom noyau, neige, un déterminant 7, et puis deux expansions nominales, un peu fée, j'y reviens après, qui allait fermer les routes. Bon, qui allait fermer les routes, c'est une expansion sous forme de subordonnée relative, hein, mais peu importe, on peut tout simplement s'arrêter à dire que c'est une expansion nominale. À l'intérieur de cette expansion nominale, on a une structure verbale allait fermer, avec un sujet qui et un COD, les routes. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est un peu fait. Qu'est-ce que vous en faites de ce un peu fait ? Cette neige un peu fait. Oui ? J'ai pas compris en fait cette phrase, l'expansion. Où ça ? L'expansion de quoi ? Ça, en fait, je me suis perdue quand on a fait la phrase les temps des grandes vacances à cause des créations sur les tableaux. Ah, pardon, j'ai effacé un peu trop vite. Alors, je répète, le temps des grandes vacances, hein, c'est ça ? Oui. Ok. Alors, le temps des grandes vacances, je le refais. Hein. Le temps des grandes vacances. Bon, vous êtes d'accord, c'est un groupe nominal, tout ça. D'accord ? Dans le groupe nominal, vous avez le déterminant, le nom noyau, et ça, c'est une expansion de ce groupe nominal qui a la forme d'un groupe nominal prépositionnel, donc c'est ce qu'on appelle un complément du nom. Jusque-là, ça va ? Okay, temps des grandes vacances. Des grandes vacances, complément du nom temps. Mais comme c'est un groupe nominal prépositionnel, il est composé d'une préposition, de,
et puis d'un article, et d'un groupe nominal, préposition de plus le groupe nominal, les grandes vacances. Et ça forme un nouveau groupe nominal, les grandes vacances, que j'appelle groupe nominal numéro 2. Et à l'intérieur, ici, vous avez un autre nom noyau qui est vacances, et puis grande, qui est expansion de vacances, donc adjectif épithète. Donc vous avez un groupe nominal inclus dans un autre. On peut donner de ce genre de structure une représentation peut-être plus claire sous une forme d'arbre. Vous avez déjà vu ça sans doute. On a donc un groupe nominal avec déterminant le, nom, temps, et puis l'expansion qui est donc un groupe nominal prépositionnel des grandes vacances, qui serait écrit préposition de plus groupe nominal, les grandes vacances, donc déterminant les, nom grande, et puis expansion qui est ici un adjectif, vacances. Pardon ? Ah oui, pardon. Excusez-moi. Je vais trop vite. Donc, les vacances, nom et grande, adjectif. Donc, vous voyez, on voit mieux peut-être dans une représentation comme ça, cette relation d'inclusion du deuxième groupe nominal dans le premier. Et comme je vous l'avais dit au tout début, comprendre la grammaire du français, c'est vraiment visualiser, quand on lit des phrases, ces relations d'imbrication, de structure les unes dans les autres. Bien, je vous laisse le temps de noter, et pendant ce temps-là, j'aimerais bien qu'on discute un peu de ce un peu fait. Donc, il n'y a pas de discussion sur le fait que ce soit une expansion du nom neige. D'accord ? C'est une neige, bon, ça qualifie, si on veut, cette neige. Mais alors, quel est le problème de cette forme ? Et voilà, fait n'est pas un adjectif. On attendrait beaucoup plus ici, derrière un peu, qui est structure adverbiale, on attendrait, on pourrait mettre étrange par exemple. On aurait quelque chose de beaucoup plus habituel. Cette neige un peu étrange. D'accord ? Ou un peu commute avec des adverbes comme très, etc. Donc un peu, c'est bien un adverbe, ça, il n'y a pas de problème. Mais en général, on n'a jamais un adverbe qui se rapporte à un nom directement. Un adverbe, il se rapporte à un autre adverbe, à un adjectif, à un verbe, mais pas directement à un nom. D'accord ? Vous êtes d'accord que cette neige un peu étrange est une structure plus canonique, plus habituelle, plus normale que cette neige un peu fait. Parce que, ici, fait est employé comme un adjectif. Et, alors ça c'est extrêmement intéressant, ça n'est pas si... Bon, c'est vrai que c'est une structure peut-être un petit peu atypique, mais c'est intéressant sur le rapport entre nature et fonction des mots. J'avais donné quelques exemples de ce type de configuration. Il est certain que le mot « fait », en langue, dans le dictionnaire, ça n'est pas un adjectif, c'est un nom. Mais dans une phrase, en discours, quand on passe du niveau de la langue, donc des mots qui ne sont pas encore employés, au discours, eh bien, on peut avoir un changement de catégorie. Le mot « fait » est ici employé comme un adjectif. Donc c'est épithète de neige. Ça, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, le problème, c'est de constater que ici,
c'est l'emploi du mot qui va déterminer sa nature. C'est-à-dire que le mot fait, qui normalement est un nom, ici il est employé comme un adjectif, donc en quelque sorte il devient dans cet emploi un adjectif. Qu'est-ce que je veux dire par là en disant que c'est l'emploi du mot qui conditionne, enfin sa nature? C'est que normalement le mot fait, comme c'est un nom, on devrait s'attendre à le voir construit avec un déterminant, une expansion, etc. Mais certainement pas avec un adverbe devant. Donc ici, on a bien typiquement un exemple du cas où il y a une recatégorisation, un changement de catégorie grammaticale d'un mot en raison de son emploi. Et en réalité, cela c'est possible avec avec la plupart des mots du français. Ils peuvent changer de catégorie dans l'emploi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les mots ne sont pas attachés en langue à des catégories grammaticales. Le fait qu'on puisse employer fait comme un adjectif dans ces emplois très particuliers n'enlève rien au fait que fait, de toute façon, est quand même un nom. C'est un nom. On ne va pas dire, ah bah oui, bah alors à ce moment-là, fait, c'est soit un nom, soit un adjectif. Parce que ça n'est pas inscrit en langue que ça peut être un nom ou un adjectif. C'est un nom en langue qui pourrait être employé comme un adjectif. Mais, je ne sais pas, il y aurait toutes sortes d'autres mots qu'on pourrait employer de cette façon-là. Hein. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? On pourrait dire de quelqu'un, il a un comportement un peu star, comme une star, bon voilà, pour prendre un mot pas très français, mais peu importe, quand même un nom qui est employé un peu comme là, comme adjectif. Vous voyez, on pourrait imaginer toutes sortes d'autres noms qui, comme ça, changent de catégorie parce qu'on emploie un adverbe devant. En discours, le mot change de catégorie. Bon, il faut l'avoir à l'esprit parce que, finalement, ça conditionne certains emplois. Très bien. Alors, est-ce qu'il reste des questions, des zones d'incertitude sur cet exercice? Vous voyez, c'est pas très difficile, hein, mais bon, voilà, vous savez manier les fonctions. Je voudrais rester encore un instant, faire une dernière remarque sur cet exercice. En fait, je vais vous montrer le vrai texte de Gracq et le texte sur lequel on a travaillé. Donc vous voyez, vers la fin de décembre, la première neige tomba. Dans le texte, on a « Ce fut vers la fin de décembre que la première neige tomba sur l'Ardenne ». Pour l'exercice, j'ai en quelque sorte nettoyé la phrase en enlevant tout ce qui était un peu compliqué, parce qu'on a ici « ce fut que », qui est donc une structure d'extraction, enfin qu'on verra après, donc une structure de mise en relief, comme on dit parfois, mais enfin on y reviendra. On a sur l'Ardenne qui pose un problème de savoir si c'est un complément du verbe ou un complément circonstanciel. Donc pour simplifier, j'ai réduit la phrase à « vers la fin de décembre, la première neige tomba ». Quand Grange se réveilla, un jour blanc et sans âge se répandait dans la chambre. J'ai simplifié la phrase aussi. Vous voyez, c'était un jour blanc et sans âge qui suintait de la terre, cotonnait sur le plafond l'ombre des croisées. Bon, pourquoi je vous montre cela? Parce que je pense que c'est ainsi que vous pouvez procéder lorsque vous cherchez à construire des exercices. Vous pouvez très bien utiliser des textes d'auteurs, mais en enlevant tout ce que vous n'avez pas encore expliqué à vos élèves, pour faire en sorte d'obtenir un texte qui est certes totalement modifié, déformé par rapport au texte d'origine, mais qui au moins est
autant que possible dépouillé de difficultés grammaticales qui rendraient le cours de grammaire impossible. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça. Au lieu d'écrire que c'est une référence à Gracq, vous écrivez simplement d'après Gracq. Donc ça montre que vous êtes inspiré d'un texte mais que vous l'avez modifié. Et c'est une façon, si vous voulez, économique, assez rapide de fabriquer des textes pour des exercices en n'hésitant pas à enlever tout ce qui peut être gênant. Alors on ne peut pas tout enlever. Vous voyez, par exemple, dans le texte, il restait toutes les structures de verbes impersonnel, enfin de construction impersonnelle avec ce, etc., qu'on n'a pas encore vu, mais que j'ai maintenu quand même. Mais si j'avais voulu vraiment bien faire les choses, je serais allé chercher un autre extrait où il n'y avait pas de verbe impersonnel, comme on ne les a pas vus. Donc, encore une fois, l'idée ici, là, c'est plus une remarque à portée didactique, c'est de rester ça c'est une notion extrêmement importante, dans le champ d'applicabilité des notions que vous employez. Hein. Le champ d'applicabilité des notions. Vous utilisez des notions grammaticales qui ne peuvent... Enfin, vous introduisez, vous enseignez des notions grammaticales, mais ces notions grammaticales ne peuvent pas être appliquées à n'importe quelle phrase, parce qu'il y a des structures trop compliquées. Donc il faut absolument ne proposer que des structures dans lesquelles les procédures d'identification et de catégorisation sont vraiment possibles. Mais ça suppose, vous voyez, d'avoir suffisamment de connaissances pour être capable de repérer que ça, c'est une structure atypique. Ça, c'est une structure classique, caractéristique. Il faut les connaissances grammaticales pour pouvoir trier ces choses-là. Oui ? Oui ? Pardon, je n'ai pas entendu votre question. Oui ? Ah oui. Cette neige à peu fait qui allait fermer les routes ouvrait. Oui, alors je ne pense pas, parce qu'ici ce serait un autre sens. Hein. Si ouvrir quelque chose pour quelqu'un, pourquoi pas, et encore, mais ça supposerait un sens qui n'est pas le sens du texte. Dans le texte, ça signifie simplement du point de vue des habitants du toit, le pour. Hein. C'est pas un pour de destinataire, c'est un pour qui signifie dans l'esprit des habitants du toit, pour. Donc dans ce cas-là, on a clairement un complément circonstanciel. Ok. Alors, avant de passer au point suivant, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais traiter le point suivant, ensuite on fait la pause entre les 2 heures et on attaquera le début de la 2e heure avec la présentation. Donc, sur phrases et propositions, c'est la partie suivante. Bon, là, c'est une première diapositive tout à fait élémentaire pour introduire cette distinction qui fait partie, encore une fois, de la tradition grammaticale. On pourrait se passer du terme de proposition. Hein. C'est-à-dire, le terme de phrase suffirait de parler de phrase et de sous-phrase, vous voyez, au lieu de proposition. Parce qu'au fond, une proposition subordonnée, ou une proposition qui n'est pas forcément subordonnée, c'est une autre phrase à l'intérieur d'une phrase plus grande. Hein. Alors, mais la tradition grammaticale française véhicule cette distinction entre phrase et proposition. Bon. Donc, la phrase, c'est assez compliqué à définir en réalité du point de vue linguistique, mais dans la grammaire, disons, scolaire, on peut se contenter d'une définition graphique, hein, c'est-à-dire une unité de sens qui est repérée à l'écrit
par le fait qu'elle commence par une majuscule, s'achève par un point d'interrogation, d'exclamation, etc. Bon, évidemment, c'est une définition qui ne marche pas toujours, qui est très imparfaite, mais en général, pour les besoins de l'enseignement grammatical élémentaire, c'est une définition qui est suffisante. Voilà, donc on peut se contenter de ça. Mais il faut avoir à l'esprit que c'est une définition purement graphique de la phrase. Majuscule, point. On se fonde sur des caractéristiques graphiques de la phrase. On pourra avoir. Alors, il y a une autre définition qu'on a vue de la phrase, qui est une définition syntaxique. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? C'est un ensemble, groupe sujet plus groupe verbal, éventuellement complété par un groupe circonstanciel. Ça, c'est une autre définition de la phrase, qui est une définition, cette fois-ci, syntaxique. D'accord ? Alors, la définition syntaxique de la phrase, elle vaut aussi bien pour la phrase que la proposition. D'accord ? Une phrase et une proposition sont toutes deux composées de groupe sujet plus groupe verbal plus éventuellement groupe circonstanciel. Ça, c'est pour cette raison qu'on pourrait, au lieu de parler de proposition, parler de sous-phrase. Parce que c'est juste une phrase qui est incluse dans une autre phrase, une proposition. Bien. Simplement, le terme de proposition ne s'applique pas à la phrase englobante, la phrase matrice qui inclut les autres. Bien. Donc, d'une certaine façon, les propositions ne peuvent pas être considérées comme des phrases au sens graphique du terme. Alors, ensuite, on distingue la phrase simple de la phrase complexe. Donc, phrase simple quand la phrase est réduite à une seule proposition, c'est-à-dire à une seule structure, groupe sujet, groupe verbal, et éventuellement groupe circonstanciel. Et puis, phrase complexe quand on a au moins deux structures, groupe sujet plus groupe verbal plus groupe circonstanciel. Et là, on peut distinguer deux grands types de phrases complexes, soit des phrases complexes par subordination. Les phrases complexes par subordination se caractérisent donc par une relation d'inclusion. La proposition subordonnée est incluse dans la proposition principale. Et ce premier type de phrase complexe s'oppose à un deuxième type qui est la phrase complexe par coordination ou juxtaposition, qui elle est formée de deux propositions qui sont généralement situées sur le même plan et reliées par une conjonction de subordination ou bien par un signe de ponctuation, en général une virgule. Bon, alors, exemple, la phrase distribue le courrier quand le jour se lève. Quand le jour se lève est une subordonnée, donc c'est une phrase complexe par subordination, parce qu'elle inclut la proposition quand le jour se lève. Tandis que si vous avez le facteur distribue le courrier et il aime son travail, c'est une phrase complexe. C'est bien une phrase complexe puisque vous avez deux fois deux structures, groupe nominal plus groupe verbal. Le facteur distribue le courrier, groupe nominal le facteur, groupe verbal distribue le courrier. Ensuite, il aime son travail, groupe nominal, groupe verbal aime son travail. Donc vous avez bien deux fois la structure groupe nominal plus groupe verbal. De même que ici, il y a une première structure groupe nominal, le facteur, groupe verbal distribue le courrier, groupe prépositionnel, groupe circonstanciel quand le jour se lève. Puis à l'intérieur du groupe circonstanciel, vous avez le jour se lève, qui est donc une deuxième structure groupe nominal plus groupe verbal. Bien. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est cette distinction. Vous voyez, quand je prends la première phrase, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève, j'ai une structure de ce type-là. Quand le jour se lève est ici, c'est une subordonnée qui est bien incluse dans la principale, puisqu'elle a le rôle de groupe circonstanciel. J'ai un groupe nominal plus groupe verbal plus un groupe circonstanciel qui est une subordonnée, donc à l'intérieur de laquelle j'ai à nouveau groupe nominal plus groupe verbal. Okay, j'ai bien une relation d'inclusion. Alors que dans la deuxième phrase, le facteur distribue le courrier et il aime son travail, j'ai quelque chose de complètement différent. J'ai bien une grande phrase comme ça,
Mais à l'intérieur, j'ai 2 fois la structure groupe nominal plus groupe verbal, et à côté, groupe nominal plus groupe verbal. Mais la subordonnée, elle est simplement le groupe verbal. Pardon? La subordonnée, normalement, c'est simplement le groupe verbal. Non, ici, cette subordonnée, vous voyez qu'elle joue un rôle. Quand le jour se lève, c'est un groupe circonstanciel ici. Hein? Le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Vous pouvez le supprimer, vous pouvez le déplacer, vous pouvez dire quand le jour se lève, le facteur distribue le courrier. Vous pouvez remplacer par un adverbe, par exemple aujourd'hui, quand le jour se lève. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de doute, c'est bien un groupe circonstanciel. Hein? On a bien groupe nominal, groupe verbal, groupe sujet, pardon. Oh, décidément. Groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc, le point important à comprendre, c'est que la relation de subordination, enfin la notion de subordination, s'oppose aux notions de coordination et de juxtaposition, au sens où elle est vraiment une relation d'inclusion. C'est une phrase incluse dans une autre. Alors que dans la phrase avec 2 propositions qui sont coordonnées ou juxtaposées, il n'y a pas de relation d'inclusion d'une des phrases dans l'autre. Elles sont toutes les deux sur le même plan dans une sorte de phrase d'ensemble qui est la phrase graphique. Ça a une conséquence importante qu'il faut avoir à l'esprit quand on considère ce qui se pratique souvent dans la grammaire scolaire. En réalité, souvent dans la grammaire scolaire, on a tendance à dire qu'ici on a une principale, le facteur distribue le courrier. Voilà, c'est ça que je voulais parler tout à l'heure. Ouais. En Italie, ils ont toujours appris que du moment qu'il y a une subordonnée, une principale subordonnée, dans une phrase complète, on a toujours une principale et plusieurs subordonnées, et donc la subordonnée est toujours constituée par un groupe verbal. Donc, alors que là, vous avez fait la distinction dans une subordonnée d'un groupe nominal plus le groupe verbal. Oui, non mais une subordonnée, elle contient un groupe verbal, ça on est d'accord. Hein? Mais une subordonnée, c'est une phrase. C'est une phrase qui est incluse dans une autre phrase. Oui, mais qui ne peut pas contenir un groupe nominal. Ben si c'est une phrase. C'est ça en fait la question. Alors, peut-être que ce que vous avez en tête, c'est le cas de structure où on a une complétive, complément d'objet direct. Par exemple, si je dis je pense que Paul est malade. Okay? Si on a une phrase comme celle-ci, et que Pierre est malade, est le COD de je pense. Voilà. On est d'accord. Mais c'est justement ce que je voulais expliquer là. La principale, c'est pas vraiment je pense. Hein. La principale au sens de la phrase matrice, c'est je pense quelque chose. C'est-à-dire je pense tout seul, ça n'a pas de sens. Donc en réalité, on comprend mieux la structure de la phrase si on dit que la principale c'est je pense X ou je pense quelque chose. Ça, c'est la phrase de base. Hein. Et puis, le complément quelque chose, le COD, il est ici occupé par une subordonnée. La place du COD est occupée par une subordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une subordonnée? Ben, ça veut dire que c'est un complément comme les autres. Hein. On peut le pronominaliser, on peut dire je le pense, etc. Mais simplement, c'est une subordonnée. Ça veut dire qu'elle inclut
une autre phrase qui est Paul, groupe sujet, est malade, groupe verbal. Donc, une subordonnée, par définition, ça inclut toujours un groupe sujet, un groupe verbal, puisque une proposition subordonnée, c'est une proposition, donc c'est une phrase. Et ici, le que, c'est l'outil qui, en français, permet d'inclure une sous-phrase dans une phrase. C'est-à-dire qu'en français, en principe, on ne peut pas dire « je pense Paul est malade ». D'accord ? On est obligé de dire « je pense que Paul est malade ». Je pense qu'il est malade. Alors, aujourd'hui, il y a une sorte de tendance à l'oral. Hein. On entend la suppression du que. On va entendre « je pense qu'il est malade ». Hein. Mais c'est au fond assez récent, cette tendance. C'est une tendance qui existe, qui est beaucoup plus facile en anglais. Le that, vous pouvez le supprimer voilà, assez facilement. En français, en principe, jusqu'à présent, ce n'était pas tellement possible. Apparemment, là, ça devient un peu possible. Il y a une tendance vers ça. Bon, le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est sur la différence entre ces deux types de structures. Dans un cas, dans le cas de la subordination, vous avez vraiment, ou dans celui-ci, hein, c'est la même chose, vous avez vraiment une phrase ici, mettons, je vais l'appeler P2, qui est incluse dans une phrase générale P1, alors que dans la coordination et la juxtaposition, vous n'avez pas de relation d'inclusion. Alors, un dernier point de détail. Il peut arriver que dans une phrase complexe par coordination ou par juxtaposition, le groupe nominal sujet ne soit pas répété. Donc par exemple, si vous avez une phrase comme « le facteur arrive, ouvre la boîte aux lettres, distribue le colis et repart », vous avez bien malgré tout 4 propositions. Puisque ça signifie bien le facteur arrive, le facteur ouvre la boîte aux lettres, le facteur distribue le colis, le facteur repart. Mais simplement, le groupe sujet, le facteur, n'est pas répété à chaque fois. Vous avez ce qu'on appelle une ellipse du sujet, hein, mais ici, dans une structure de ce type-là, on a quand même 3 propositions. Enfin, 4 même d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Voilà, le plus important, c'est de bien comprendre ces distinctions entre subordination et coordination, et d'autre part, de bien comprendre que, de la même manière que je disais tout à l'heure que dans une phrase « je pense que », etc., la principale n'est pas « je pense tout seul », mais il faut bien avoir en tête que la principale, c'est la phrase matrice, la phrase dans laquelle l'autre est incluse. Ce n'est pas un bout de phrase au début coupé du reste. Donc de la même manière, ici, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Certes, on peut dire que la principale, c'est le facteur distribue le courrier, mais il faut avoir à l'esprit que c'est le facteur distribue le courrier plus complément circonstanciel, c'est ça la phrase principale, et que le complément circonstanciel, il est rempli par la fonction complément circonstanciel, elle est remplie par une subordonnée. Donc, hein, c'est pas qu'on a un premier bout, le facteur distribue le courrier, et un deuxième morceau qui serait la subordonnée, qui n'a rien à voir avec le premier, qui serait à côté, en quelque sorte, hein, quand le jour se lève. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous suivez cette présentation de la grammaire traditionnelle qui a tendance à dire ici vous avez la principale et ici vous avez la subordonnée quand le jour se lève, là vous présentez les choses comme si c'était de la coordination finalement. Vous voyez ? On ne peut plus voir la différence. Ça donne l'impression qu'il y a 2 choses l'une après l'autre, alors qu'il n'y a pas 2 choses l'une après l'autre. La deuxième, elle est incluse dans la première. D'accord ? Je ne sais pas, je pense la même chose qu'elle, mais c'est parce qu'en commun,
Si on parle du métallanphage, par exemple, vous avez dit qu'il faut qu'on utilise des phrases ou des sous-phrases. Mais vous venez de dire c'est 4 propositions. Alors, Oui. on a une grande phrase qui a 4 ou 5, je ne sais pas combien, des propositions. Alors, on a la principale, et je suis tout à fait d'accord avec vous, avec la subordonnée ou les subordonnées. D'accord. Donc, on peut, si vous voulez, jouer sur les deux terminologies. C'est-à-dire qu'on a la phrase, on peut dire qu'on a, si on utilise la terminologie phrase sous phrase. Hein, dans le facteur distribue le courrier quand le jour se lève, j'ai une phrase qui est la totalité. Le facteur distribue le courrier quand le jour se lève, ça c'est une phrase. Et j'ai une sous-phrase quand le jour se lève. Ou si on veut, plutôt le jour se lève. Une phrase incluse dans la première. Maintenant, si j'utilise les notions de proposition, je vais dire que dans cette phrase, j'ai deux propositions. Une proposition principale, le facteur distribue le courrier, et puis un complément circonstanciel, et puis une proposition subordonnée quand le jour se lève. Voilà. C'est le terme de proposition principale qui est un petit peu ambigu. Si on le coupe ici, ce qu'il faut bien... mais ça, c'est difficile à expliquer à des élèves débutants, hein, mais bon, vous, il faut que vous l'ayez en tête. Quand je dis que le facteur distribue le courrier est la principale, il faut que j'ai en tête que c'est ça la principale. Hein. C'est groupe nominal, le facteur distribue le courrier, groupe verbal, plus un groupe circonstanciel. Ça, c'est la principale. Et la principale, c'est pas que ça. En fait, le groupe circonstanciel, il est bien inclus dans la principale. La subordonnée, elle est incluse dans la principale, elle n'est pas à côté. Hein, c'est ça le point crucial. Et ce que je veux dire, c'est que si on présente les choses comme ça, on donne l'impression qu'elle est à côté. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'accord, dans l'écriture de la phrase, ça arrive après, mais il faut avoir en tête que là, il y a une structure englobante. Hein. Tout ça, c'est une seule phrase, et donc la subordination est bien une relation d'inclusion. On ne pourra jamais le voir comme deux phrases complètement à côté, parce qu'ils sont toujours liés par des conjonctions, des subordinations, des coordinations. Oui, on a. Alors, c'est peut-être plus facile à voir avec les subordonnées relatives. Hein. Si vous dites, par exemple, les étudiants, virgule, qui ont révisé cet été, virgule, etc. Là, on sent mieux intuitivement que la phrase, elle est bien incluse dans le groupe nominal, les étudiants, etc. D'accord ? Mais c'est la même chose dans tous les cas. Mais effectivement, on a une apparence graphique, comme ça, qui donne l'impression qu'on a une chose et après l'autre. Mais vous êtes d'accord que le facteur distribue le courrier et après, quand le jour se lève, c'est pas du tout la même chose que le facteur distribue le courrier et il aime son travail. C'est ça qu'il faut réussir à faire comprendre. Hein ? D'accord ? Si vous mettez en parallèle le facteur distribue le courrier quand le jour se lève et le facteur distribue le courrier et il aime son travail. Là, on n'a pas de subordonnée, justement. On a une deuxième proposition qui est bien à côté de l'autre, reliée par le « et ». Hein ? Oui ? Oui. Attendez, parce que là, j'entends pas ce que vous dites. Tout le monde parle en même temps. Allez-y. Si par exemple, au lieu de changer la phrase, on change juste le quand en et ça donne le facteur distribue le courrier et le jour se lève, ça n'a pas le même sens que quand on dit quand le jour se lève. Ça a un sens proche, mais du point de vue syntaxique, c'est complètement différent. Voilà. Ouais. Le facteur distribue le courrier et le jour se lève. C'est une coordination de deux phrases indépendantes, d'une certaine façon, alors que le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. J'ai l'indication de la subordonnée à la place du complément circonstanciel.
Si vous voulez, une autre façon de présenter la même chose serait de dire la chose suivante. C'est que quand vous prenez une structure de phrase, groupe sujet plus groupe verbal plus groupe circonstanciel, ou bien, je ne sais pas, une structure de groupe nominal, déterminant plus nom plus expansion. Eh bien, il suffit d'avoir, ou même groupe verbal, qui est, mettons, un groupe verbal transitif direct, verbe plus groupe nominal. Il faut avoir en tête que chaque fois, ces constituants-là peuvent être des mots, enfin des groupes de mots, ou des propositions. C'est-à-dire que le groupe sujet, ici, peut être un mot, par exemple un pronom, cela m'indiffère. Mais ça peut être une proposition. Qu'il parte m'indiffère. Ici, vous avez l'exemple, si je dis le facteur distribue le courrier aujourd'hui, mon groupe circonstanciel, c'est l'adverbe aujourd'hui. Mais cette position, cette fonction groupe circonstanciel, je peux la remplir par une subordonnée. Je peux dire le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Ici, dans le groupe verbal, je peux avoir une phrase comme Pierre, mettons, pense cela, avec le GN qui va être un pronom. Mais le GN, ici, peut être remplacé par une subordonnée. Pense qu'il va faire beau. Dans le groupe nominal, déterminant nom et expansion, l'expansion peut être un adjectif, mais on l'a vu dans l'exercice précédent, ça peut être une subordonnée relative. Donc en fait, quasiment toutes les positions, toutes les fonctions, tous les rôles fonctionnels peuvent être occupés par des groupes de mots ou par des subordonnées, par des propositions, quoi. Donc, il faut bien avoir en tête qu'une proposition, c'est une sorte de sous-phrase qui a un statut comme un groupe de mots. Voilà. Donc ça, je vous l'explique évidemment pour vous, pour essayer de faire en sorte que ce soit très clair dans votre esprit, mais ça n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer explicitement à des élèves, quoi, puisque là, ça suppose une sorte d'abstraction dans le métalangage qui n'est pas accessible en principe aux élèves. Donc il faut l'avoir à l'esprit pour ne pas être dupe et expliquer. Vous pouvez utiliser cette notion d'inclusion, c'est comme des poupées russes, une phrase incluse dans une autre phrase, ou alors une phrase à côté d'une autre phrase. C'est comme ça qu'on pourrait, en simplifiant, opposer la subordination à la coordination ou la juxtaposition. Coordination, juxtaposition, ce sont des propositions qui sont l'une à côté de l'autre. La subordination, c'est une proposition qui est incluse dans la principale. Voilà. Très bien. Alors, on va faire une pause de 5-10 minutes et puis ensuite, donc, on fera on reparlera des compléments d'objets dans la perspective, une perspective franco-espagnole.